Bienvenue dans ce nouveau deep dive. Aujourd'hui, on plonge dans les oscillateurs électroniques analogiques. On va essayer de comprendre comment ça marche en s'appuyant sur un cours assez détaillé. Notre mission, si on l'accepte, saisir ce que sont ces composants, leur fonctionnement et pourquoi ils sont absolument partout, dans nos ordis, nos radios. Alors pour commencer simplement, un oscillateur, qu'est-ce que c'est au juste? En gros, c'est un circuit qui prend une source de courant continu, toute simple, et qui hop, génère un signal périodique. Une onde, quoi. Sinusoïdale, carrée. Exactement. Et leur rôle est vraiment fondamental. Ce sont les horloges des systèmes numériques, par exemple. Ils génèrent aussi les porteuses pour les télécoms ou même les signaux de test. Donc, améliorer leur performance, ça a un impact énorme. D'accord. Mais alors, comment ça marche concrètement? Comment on passe du continu à cette oscillation? Le secret, si j'ai bien suivi, c'est ce qu'on appelle la rétroaction positive. C'est ça. On prend une partie du signal de sortie et on la renvoie à l'entrée d'un amplificateur à travers un filtre ou un réseau spécial, c'est ça. Tout à fait. Un amplificateur de gain A et un réseau de rétroaction de transmittance bêta. Et pour que ça se mette à osciller, il y a une condition. Le fameux critère de Barkhausen. Oui, voilà. Il faut deux choses. Que le gain de la boucle complète, donc le produit AB, soit égal à 1. Égal à 1. Et que le déphasage total autour de la boucle soit de 0 degré ou 360 degrés, ce qui revient au même. D'accord. Mais là où c'est intéressant, c'est que la théorie dit A bêta égale 1 pour une oscillation stable. Or, en pratique, pour que l'oscillation démarre, il faut que ce gain soit un tout petit peu plus grand que 1. Ah oui, pourquoi ça? Pour pouvoir amplifier le bruit électronique, il y a toujours un petit bruit de fond dans les composants, et c'est lui qui sert d'amorce en quelque sorte. D'accord, il faut bien commencer quelque part. Mais si le gain reste supérieur à 1, l'amplitude va grimper, sans fin, hein? Exactement. Et c'est là qu'intervient la non-linéarité. Souvent, c'est simplement l'amplificateur qui sature, qui ne peut pas sortir une tension infinie. Cette saturation, ou une autre non-linéarité, va réduire le gain effectif quand le signal devient grand. Elle va le ramener pile à 1. Ah! Donc la non-linéarité n'est pas un défaut ici. Non, au contraire. C'est elle qui stabilise l'amplitude. Sans elle, ça divergerait. C'est assez contre-intuitif, mais essentiel. Fascinant. Alors, on distingue plusieurs grandes familles, c'est ça? D'abord, les oscillateurs harmoniques, ceux qui cherchent à faire une belle sinusoïde. Oui, Et là-dedans, il y a ceux qui utilisent des résistances et des condensateurs, les réseaux RC. Plutôt pour les basses fréquences, c'est ça? Genre jusqu'à 1 MHz? c'est ça, en ordre de grandeur. On trouve par exemple l'oscillateur à pont de Wien. Ah oui, le pont de Wien. Il utilise un filtre spécifique qui sélectionne une fréquence et demande un gain précis de 3 à l'ampli. Et l'autre type RC? C'est l'oscillateur à réseau déphaseur. Là, on utilise 3 cellules RC pour créer 180 degrés de décalage. Et l'ampli fait les 180 autres degrés? Voilà. Mais lui demande un gain plus costaud, autour de 29. D'accord. Et pour les fréquences plus élevées? Et alors là, on passe au circuit LC, inductance et condensateur. C'est le domaine des kilohertz jusqu'aux gigahertz. Avec des noms un peu connus, Colpitts, C'est Hartley. exactement. Colpitts, Hartley, Clap. Ce sont différentes façons d'arranger les L et les C pour créer l'oscillation et la rétroaction. Chacun a ses avantages. Et puis il y a le roi de la stabilité, l'oscillateur à quartz. Ah oui, le quartz. Lui, il est spécial. Il utilise la piézoélectricité. C'est-à-dire? Le cristal de quartz vibre mécaniquement à une fréquence hyper stable quand on lui applique une tension. Et cette vibration mécanique vient stabiliser le circuit électronique. C'est d'une précision redoutable. Mais là c'est faiblesse, non? Température, vieillissement. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on a inventé les TCXO, compensés en température, ou même les OCXO, où le quartz est carrément dans un petit four chauffé à température constante. Carrément. Pas étonnant qu'on les trouve partout. Montres, télécom, ordi. Indispensable. Bon, ça c'était pour les harmoniques. Mais il y a l'autre famille, les non-harmoniques ou à relaxation. Tout à fait. Eux, leur but n'est pas la sinusoïde pure. Ils font des signaux plutôt carrés, triangulaires. Et comment ils fonctionnent, eux? C'est différent? Oui, le principe est basé sur la charge et la décharge d'un condensateur à travers une résistance. Et on utilise un composant qui bascule vite, un genre d'interrupteur commandé par tension. Comme un comparateur? Exactement. Souvent un comparateur avec hystérésis, ce qu'on appelle un trigger de Schmitt. Quand la tension du condensateur atteint un seuil, hop, ça bascule, et le cycle s'inverse. Et l'exemple classique, c'est le NE555. Voilà. Le 555, c'est l'archétype du multivibrateur astable.
Il intègre tout. Les comparateurs, les seuils, qui sont fixés à 3 et 2/3 de la tension d'Alim, les tâches de sortie, ça simplifie énormément la vie pour faire des signaux carrés. Parlons un peu performance. La stabilité en fréquence. On a vu que le quartz était le champion. Mais comment on l'améliore en général? Déjà, la qualité des composants est clé. Ensuite, une bonne conception. Faut blinder contre les perturbations, avoir une alimentation hyper stable, et puis les compensations thermiques qu'on a mentionnées. TCXO, CXO pour l'eau de gamme. Et pour l'amplitude, on a parlé de la saturation, qui limite, mais ça crée de la distorsion. Oui, si on veut un signal très propre, très sinusoïdal, la saturation, c'est pas idéal. On utilise alors un contrôle automatique de gain, le CAG. C'est une boucle qui mesure l'amplitude en sortie et qui ajuste le gain de l'ampli pour la maintenir constante, mais juste en dessous du niveau où ça sature. Malin. Ça permet d'avoir une amplitude stable sans déformer le signal. C'est ça. Ça améliore la pureté spectrale, ce qui est crucial par exemple en télécom pour ne pas baver sur les canaux voisins. Faut aussi gérer le bruit, qui aide au démarrage, mais qu'on veut minimiser ensuite. Parfait. Bon, si on devait résumer ce deep dive, les oscillateurs, c'est un peu le cœur battant de l'électronique. Ils donnent le rythme. C'est ça, ils génèrent les fréquences dont on a besoin. Le principe, rétroaction positive, critère de Barkhausen, et cette petite touche de non-linéarité indispensable. Voilà, avec différentes technologies, RC, LC, le quartz pour la précision, et les circuits à relaxation comme le 555 pour les signaux plus carrés. Voilà. Il est défi permanent, c'est toujours la stabilité et la pureté du signal. Une dernière pensée pour aller plus loin. On voit que nos meilleurs oscillateurs reposent beaucoup sur des propriétés physiques, macroscopiques, comme la vibration du quartz ou le contrôle précis de la température. Alors, une question qu'on pourrait se poser, est-ce que les phénomènes quantiques, ou même les rythmes qu'on observe dans le vivant, dans la biologie, qui sont parfois incroyablement précis et économes en énergie, est-ce qu'ils pourraient nous inspirer pour créer des oscillateurs d'un genre complètement nouveau? Plus stable, plus efficace, qui sait?